Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour ce 18e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Chanson de Cogniting. Bonjour Gilles. Bonjour Marc. Ravi de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors très rapidement, donc je m'appelle Gilles Chanson, j'ai 57 ans aujourd'hui. J'ai donc créé mon organisme de formation qui s'appelle Cogniting, formation, développement commercial, transformation commerciale. J'aime bien parler de transformation commerciale et de management. Il y a maintenant 5 ans, après une carrière dans le domaine commercial, depuis sensiblement mes 25 ans, beaucoup d'animations de réseaux de vente au sein du groupe YAM Motor Europe en particulier. Je travaille également pour le groupe Philips, pour une société de logistique industrielle, toujours dans le domaine commercial. Voilà, transmission, des choses qui sont fortes pour moi. Voilà. D'accord, tu es installé à Lyon, c'est ça ? Je suis installé à Lyon et je suis maintenant depuis 2 ans même dans le Beaujolais, au plein cœur des vignes, dans le Beaujolais des Pierres Dorées, pour les gens qui connaissent la région. Donc c'est le sud Beaujolais. Et c'est une région merveilleuse et on a acheté avec mon épouse une vieille ferme qu'on est en train de rénover et dans lequel on est admirablement bien. D'accord. J'adore cette région aussi. J'y passe souvent en montant vers Dijon puisque j'ai de la belle famille là-bas. Et tiens, j'ai interviewé un confrère à toi qui est pas loin de chez toi certainement. C'est Pascal Monin. Tu dois. Alors, écoute, je ne le connais pas, mais j'ai vu effectivement qu'il était de Villefranche et j'ai pas eu encore l'occasion d'écouter son podcast, mais j'ai vu ton post qui résumait un petit peu ce que vous vous êtes dit. Et ça me donne très envie de le connaître. Donc, je vais écouter le podcast rapidement, mais je pense que je vais sans doute prendre contact avec lui. Et puis la personne qui le prochain épisode là que tu proposes, il t'a parlé de Jean-Michel Bergeau et Jean-Michel Bergeau est un ami. Voilà. Première question, Gilles, comment tu en es arrivé au métier de vendeur ? Alors, je fais une école de commerce qui s'appelle l'IFAG à Paris à l'époque. J'en suis sorti, je crois que tu as interrogé aussi Georges Desvignes. Enfin, je crois pas, je sais que tu as interrogé Georges Desvignes, qui est également un ancien IFAG. Une école aujourd'hui assez tournée entrepreneuriat à l'époque, plutôt gestion, contrôle de gestion, mais on y parlait un peu de commerce. Et ça fait partie des choses qui me plaisaient. Moi, j'ai plutôt faculté à aller facilement vers les autres. Je pense... quand j'ai envie de convaincre, j'ai sans doute une force de conviction assez importante pour des projets, des envies de choses à faire. Donc j'y étais assez naturellement. Et puis on en reparlera peut-être. Mais en plus ma maman m'a aussi un peu aidé là-dedans parce que elle a été vendeuse à ses heures et ce qu'elle faisait me déplaisait pas quand on en parlait. Et j'ai d'ailleurs même un peu travaillé avec elle pendant un temps. Et ça m'a donné plutôt le goût. Voilà, à la fois de la relation, de la conviction, de la persuasion. Ok, donc tu as commencé tôt en fait dans ce métier. Oui, quasiment en sortant de l'école. Enfin, oui. D'accord. Enfin, j'ai commencé dans la formation pendant 1 an à l'époque où il n'y avait pas d'alternance et je faisais plus là de la formation pour adultes, mais à l'époque j'étais jeune, j'aurais bien continué, ça m'a vraiment donné le goût à ce métier. En revanche, voilà, j'avais une crédibilité limitée, une légitimité limitée à 23 ans pour former des adultes sans beaucoup d'expérience derrière. Et du coup, j'ai basculé sur des fonctions plus commerciales derrière. Ok.
Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Tu sais que ce podcast parle du mental dans le métier commercial. Justement, première question, Gilles, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur, d'un bon commercial? Moi, j'ai envie de te parler de persévérance. Voilà, ouais, de toujours sur le métier remettre l'ouvrage. Je me suis rendu compte au regard de mon expérience que voilà, quand on lâche pas, souvent on peut y arriver, ou au pire comprendre pourquoi on n'y arrive pas au bout d'un moment, mais voilà, pas lâcher, persévérer, recommencer. Je pense que ça fait partie des vraies qualités. Et puis je pense qu'il y en a une autre aussi, c'est quand même comment te dire ça, une assez forte à la fois, enfin, personnalité. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça comme ça, mais moi je me revois plus jeune en tout cas, seul sur la route, me prenant parfois quelques portes dans la tronche. Faut avoir un mental assez accroché quand même, parce que des fois c'est pas simple, à l'hôtel tout seul, alors qu'on n'a pas les résultats escomptés. Faut avoir un mental bien accroché, ouais. J'ai trouvé que par moments c'est pas simple. Donc soit on a un bon management autour qui te redonne un peu confiance ou qui est là, soit on a des collègues avec lesquels on échange. Moi j'ai beaucoup échangé avec mes collègues, mais bon, voilà, j'ai commencé là. C'est un peu bête de dire ça, mais quand j'ai démarré, on n'avait pas de portable, hein, donc pour se parler avec les collègues, etc., c'était moins simple. Sur la fin, on a quand même moyen d'échanger régulièrement entre deux clients, etc., et parfois pour donner des conseils, se réconforter, mais se féliciter aussi de certains succès ou de choses qui fonctionnent. Ok. C'est vrai, pour avoir vécu ça aussi, c'est tout seul dans sa chambre d'hôtel, quand t'as essuyé des refus toute la journée, c'est vrai que la remise en question est compliquée parfois. Et pour peu que l'hôtel soit un peu pourri au fond, dans quel patelin, ça facilite pas. C'est clair. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Gilles, quel serait-il? Peut-être me répéter, mais j'ai envie de te dire persévérer, quoi. Persévérer, s'accrocher. Mais il y en a plein de verbes. Enfin, voilà, c'est celui qui me vient en tête, peut-être parce que je viens de te parler de ça, mais c'est aussi. Ça peut être aussi s'enthousiasmer. Bien évidemment, convaincre. Convaincre, ça me va bien aussi. Ouais, écoute, je vais garder persévérer. C'est un verbe que j'aime beaucoup. Ça fait aussi beaucoup rapport à l'engagement que tu dois avoir dans le sport pour pouvoir y arriver. Il faut persévérer, il faut s'entraîner en permanence. C'est clair. Ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Je suis assez d'accord, entre guillemets, oui. Parce que j'aurais tendance à me l'approprier en partie. Je pense que mon métier de formateur aujourd'hui, et bien évidemment, je continue de faire du commerce et de la vente parce que je me vends moi-même, ce qui est pas simple de se vendre soi. Hein, je pense que tu es un peu dans la même configuration et pas mal de gens que tu interviews sont dans la même configuration. Donc, se vendre soi, c'est pas simple. Donc, on continue de se vendre même si on forme. Moi, j'y vois aussi pas mal un aspect de séduction. Et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec la formation d'ailleurs. Parce que finalement, dans la formation, il faut aussi séduire son auditoire quelque part pour que ça fonctionne. Alors, de manière intelligente, bien évidemment. Hein, et je trouve que quand on fait une vente, quand on fait un peu de commerce, il y a une partie séduction qui est là. Même si derrière, faut convaincre, même si c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours d'accord, que parfois on n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer, ou qu'on refuse quelques demandes, ou qu'on peut pas accéder à certaines choses, mais en tout cas, moi, je le vis un peu comme ça. C'est vrai. Ouais, j'aime qu'on m'aime, hein. Ouais, donc, il y a quand même un gros besoin de reconnaissance. Je suis d'accord. Oui. Enfin, alors, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je l'assume pour moi. Voilà. Okay. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022? Alors, elle est sur un. Moi, j'aime. Enfin, tu vois, quand je définis ce que je fais, je parle de développement commercial parce que ça parle à pas mal de monde, mais j'aime vraiment rajouter, je le dis de plus en plus, de transformation commerciale.
je suis assez adepte et fan de LinkedIn. Je publie le plus régulièrement possible parce que je trouve ça intéressant. Je vois que certains, t'en fais partie, hein, Olivier Guérin, il y a pas mal de gens qui publient encore plus. Mais quand je parle de transformation, l'idée c'est de dire aujourd'hui on vend plus comme il y a quelques années. On a des vrais outils, en particulier les outils digitaux, qui permettent quand même d'avoir un maximum d'infos en amont, d'approcher des gens de manière assez différente et sans doute un peu moins agressive qu'à une époque, et que voilà, il y a plein de chiffres, enfin il y a pas mal de chiffres qui sortent aujourd'hui. Un acheteur en B2B a fait 60% sur le net avant une prise de contact avec l'entreprise, voire un commercial. Donc ça veut dire que il en connaît déjà beaucoup. Donc au regard de ça, il y a vraiment une nouvelle manière dans beaucoup de business de faire différemment. Et je suis assez surpris de voir quand même beaucoup de commerciaux B2B sur LinkedIn en particulier, qui ont très peu de relations, qui font partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui n'interagissent jamais, alors qu'il y a une foultitude d'infos hyper intéressantes et qui peuvent permettre de faire avancer. Et puis, tu connais Loïc Simon du Social Selling Forum? Tout à fait. Il aime souvent parler de sérendipité. Je crois beaucoup à ça. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais cette idée, on va chercher une info, quelque chose de particulier, et puis la magie d'Internet et d'un lien à un lien, on arrive à quelque chose de complètement différent, mais en même temps, on dit, mais je ne cherchais pas ça, mais j'ai trouvé quelque chose que par ailleurs, je cherche depuis 6 mois. Ou une info, c'est le cœur de mon sujet, ou c'est le cœur d'une formation que je suis en train de déployer, je tombe là-dessus, alors que j'étais pas du tout parti pour. Et voilà, je trouve que de manière générale, c'est une nouvelle manière de faire. Après, on parle pas mal avec la pandémie de visio, etc. Moi, ce que je trouve génial, c'est que ça a vraiment mis l'accès à la visio de manière, uniforme pour tout le monde, alors que personne n'en faisait avant. Je crois pas du tout à la vente. Enfin, je crois pas. Ça dépend sans doute des business. Et puis, il faut pas avoir des idées arrêtées comme ça. J'aime pas ça. Donc, mais faire toute une vente à distance, c'est sans doute faisable dans certains business. Je pense que le mix des deux est très intéressant. Et je trouve effectivement que parfois on peut gagner beaucoup de temps à générer quelques rendez-vous, surtout s'ils sont loin. Par la visio. Mais voilà. Maintenant qu'on n'a plus le masque, je te cache pas qu'une vraie poignée de main, un vrai regard. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui passent dans le regard à titre personnel comme professionnel. Voilà, c'est quand même difficilement remplacé par une visio. Même si l'outil, je trouvais quand même assez génial. Je suis d'accord. Donc sur 2 points. D'une part, la transformation que tu évoques. Je suis sûr qu'on est en transformation en ce moment, en transformation commerciale. Et effectivement, quand on nous a libérés, qu'on a pu reprendre les entretiens en présentiel et revoir des gens serrer la main, voir ce qui se passe dans le regard, l'émotion sur le visage quand tu parles, quand tu fais une proposition, quand tu avances des arguments, quand tu poses des questions, enfin, ça change tout. Avant, tu fais une vente en masque, mais tu sais pas pourquoi tu l'as faite, quoi. T'as aucune notion. Tu te dis, tiens. Moi, c'est clair. J'ai fait quelques formations en visio, je peux te dire, auprès d'étudiants en particulier, c'est chaud, hein. C'est compliqué. Alors c'est mieux que rien, mais en plus ils mettent pas leur caméra, donc ça c'est un autre problème, mais t'as quand même l'impression d'être un peu seul, en train de dire des choses et puis mettre les gens en action à distance. Voilà, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Et comme ton institut s'appelle Cogniting, effectivement, au niveau émotionnel, en visio et en présentiel avec le masque, il n'y a pas beaucoup d'émotions qui se transmettent. Hein. Ouais, c'est plus compliqué, c'est sûr. Ok. Quels sont tes fondamentaux du métier commercial? La préparation. Alors, c'est quelque chose que je serine en formation. J'ai pas toujours été le meilleur dans ma carrière là-dessus. Et je m'en suis voulu et je m'en suis souvent tapé les doigts. Je voyais par rapport à certains de mes collègues qui préparaient bien mieux et c'était pas. Moi, tu sais, j'ai beaucoup vu des clients de manière récurrente. Hein, quand t'animes un réseau, ce sont les mêmes concessionnaires que tu vois régulièrement. Donc
peut-être que du coup, justement, ça te laisse l'idée en disant, j'ai pas besoin de me préparer, je le connais par cœur, Albert, machin. Donc, bon, voilà, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois j'ai fait jusqu'à 24, 25 départements, voire plus, mais donc quand tu quittes un client et que tu es sur la route et que tu as 2 heures à faire pour aller voir celui d'après et que tu viens de rentrer sur l'autoroute, tu te dis j'ai oublié de lui parler de ça et de ça. Pourquoi? Parce que je m'étais pas préparé, parce que j'ai pas suffisamment préparé, pas fait ma fiche, etc. Et que j'étais sans doute trop dans des visites un peu de courtoisie, tu sais. Enfin voilà. Bon. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte parce que en revanche, tous les ans, dans ce business du 2 roues motorisé, on signe des contrats de concession. Et c'était un moment fort et important de la saison, puisque c'est là qu'on discutait les objectifs de l'année, etc. Donc il y avait souvent, tu imagines un peu de négo. Nous, on voulait en faire signer toujours plus et le client plutôt un peu moins pour atteindre ses objectifs, avoir ses primes, etc. Et je peux te dire que ça, comme il fallait le faire en un mois et demi quand tu avais 60-70 clients, je me préparais toujours, j'allais te dire sportivement presque, à la fois ma tournée, à la fois l'ensemble des documents et tout, et j'étais particulièrement performant. Enfin, je dis j'étais, c'est au regard de moi, mais mes collègues l'étaient tout autant. Mais donc effectivement, quand il y avait une vraie bonne raison de se préparer, tu te rends compte que t'es bon, quoi. Enfin, en tout cas, t'es bien meilleur. Donc la préparation, ça c'est bien évidemment quelque chose de fondamental qu'on ressasse assez souvent, mais je suis pas sûr que tout le monde le fasse. Et puis c'est un grand classique. Après, moi, j'y mets beaucoup de j'insiste souvent sur la notion de découverte et du coup de curiosité. Bon, je vais peut-être en reparler, mais alors cette curiosité que j'appelle professionnelle, bien évidemment. Moi, je vais définir parce que comme ça que je vois parfois la relation commerciale. J'ai presque envie de me faire un ami de la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est-à-dire poser des questions le plus possible, voire quelques questions sans dire intimes, mais en essayant de connaître aussi un peu la personne et derrière qui elle est, comment elle est, etc. Pour au fond parfois rebondir là-dessus. Bon, alors voilà, ça pourra peut-être paraître suranné pour certains, mais l'idée de savoir qu'effectivement on fait le même sport, qu'on a peut-être quelques mêmes loisirs, qu'on connaît une région en commun, etc. Enfin, moi j'essaye toujours de trouver des espèces de petits points communs sur lesquels potentiellement on peut rebondir. Ça marche pas. Bon voilà. Mais tu sais, ça fait partie des grands classiques quand tu es dans le bureau de quelqu'un que tu vois. Alors bon, moi je suis au rugby, mais tu vois un ballon de rugby, une balle de golf, un truc derrière. Bon, c'est le petit moyen sur lequel parfois tu t'accroches en disant tiens bon. Alors parfois ça m'est arrivé, on m'a dit non je suis pas du tout rugby, c'est parce que la boîte supporte le club local, mais j'ai horreur de ce sport. Bon, hop, on passe à autre chose. Hein. C'est pas très grave. Ça dépend comment on l'aborde. Mais par ailleurs, essayer de créer un peu plus de liens en étant effectivement très à la fois curieux et en posant beaucoup de questions. On a souvent envie de passer en mode argumentation. Moi, c'est vraiment quelque chose que je défends, mais qui est une fois de plus assez classique. On a une réponse, une réponse à un besoin dont on sait très bien qu'on va pouvoir y répondre. Donc, la tentation est énorme de dire, justement, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai. Vous n'allez pas être déçus. Non. Moi, je dis souvent, ferme ta gueule. Continue de poser tes questions, va au bout, et puis tu te notes ça dans un coin et on y reviendra après. Mais trop tôt, c'est trop tôt. Ok, je suis d'accord avec ça. Tu parlais de préparation. J'ai moi aussi dans mon parcours beaucoup progressé en préparation et aussi en organisation. C'est vraiment les 2 points principaux. Alors je te rejoins un peu. J'ai progressé. C'est pas mon plus gros fort, l'organisation. Je te montre pas mon bureau. Ok. Quelles sont tes valeurs, Gilles, dans ton activité commerciale? Alors moi, il y a une valeur professionnelle, personnelle, mais du coup qui va là-dedans, qui pour moi beaucoup d'importance, qui est la cohérence. J'aime la cohérence dans le côté, alors c'est quasiment biblique, hein, mais allier la parole et les actes. J'en parle assez souvent quand je fais des formations aussi au management. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ce sont des choses que j'ai quand même beaucoup vécues de la part de certains de mes managers, pas toujours, hein. Mais pour moi c'est vraiment important. Donc à un moment c'est être effectivement cohérent aussi par rapport à ce qu'on apporte potentiellement à un client. J'ai eu du mal parfois dans certaines de mes expériences à vendre des choses dont je savais très bien que j'allais avoir beaucoup de mal à les déployer.
mais parfois sur des activités assez dimensionnantes, pas anodines, quoi. Et ça, alors, il y a des gens derrière qui vous disent vends et après on se démerdera. Et ça arrive, hein. Il y a des boîtes qui ont cette capacité mais moi j'ai quand même toujours un peu de mal parce que voilà, vendre la lune alors que tu sais que pour l'instant tu peux arriver en haut du Mont Blanc, moi je trouve ça chaud, quoi. Enfin, j'aime pas. Bon, donc voilà, du coup ça match avec les notions d'honnêteté, de sincérité, parce que j'ai du mal à raconter des cracks. J'ai vu que, je crois que c'est Pascal, là, quand je regardais, la notion de loyauté pour moi est aussi assez fondamentale. Enfin voilà, je pense que j'ai toujours été extrêmement loyal au travers de toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc voilà, je pense que ça fait partie effectivement de valeurs que je peux avoir. J'ai débuté ma carrière en faisant de la VFA, vente en état futur d'achèvement. Je vendais de la valeur locative bidon. J'avais beaucoup de mal, surtout que j'allais chez des gens dont je savais à l'époque, tu sais, on découpait des petits coupons dans Télé Loisirs, etc., qu'on renvoyait. Donc voilà, je prenais rendez-vous avec ces gens-là, j'allais les voir. En plus, tu rentres chez les gens, donc tu vois leur environnement, tu vois que ce sont des gens qui n'ont pas des moyens fous. Après, tu demandes leur salaire, etc. Pour faire un financement, tu viens rajouter les allocs familiales, etc. Enfin, et derrière, tu leur dis, mais en plus, en valeur locative, vous allez pouvoir louer autant, donc ça va vous coûter tant par mois. C'était bidon. Enfin. Oui, je connais ça s'appelait le timeshare, c'est pas ça? Alors, le timeshare, c'était encore autre chose. D'accord. Le timeshare, c'était t'avais un appartement et tu partageais. T'étais plusieurs t'avais une semaine. Non, là, la vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on vendait sur plan. D'accord. Voilà. Et des petits studios ou des petits 2-3 pièces, des cages à lapin entre guillemets. Mais en disant qu'éventuellement, si effectivement il y avait moyen de louer ça 6 mois par an, alors que, sur des chiffres qui n'étaient pas du tout sérieux. Ok. Quelle est selon toi, Gilles, l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes? Si c'était pour moi, ça serait mettre en place un bon CRM. Mais oui, voilà. Enfin, je pense qu'il y a des actions commerciales il y a des outils aujourd'hui qui sont hyper performants sur lesquels j'hésite. Moi, je connais plusieurs choses. Ça coûte toujours un peu. Je sais pas si c'est la bonne formule. J'ai investi dans un CRM avec quelqu'un avec lequel je travaille. On s'est mis dessus un mois et demi, et puis pas plus. Donc ça a été à la fois de la perte un peu financière et aussi de temps parce que finalement ça correspondait peut-être pas tout à fait à notre activité. Je suis convaincu qu'avec une bonne organisation, entre autres digital type CRM, on a vraiment moyen d'être plus performant. Voilà. Moi j'ai un CRM en mode un peu to-do list, mais qui me fait oublier la moitié des clients que j'ai relancés. Il y a des tas de gens avec lesquels je souhaite rentrer en contact, reprendre contact. Je le fais pas, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai là. Enfin voilà. Donc c'est aussi une organisation de prospection plus aboutie. D'accord. Ok. Comment tu gères ton énergie pour performer en vente? Est-ce que tu as des stratégies à nous partager? J'essaye tous les mercredis d'aller courir avec mes potes du rugby. Et ça m'arrange pas toujours parce que maintenant que j'habite un peu loin de Lyon, ça me fait perdre un peu de temps, mais en même temps c'est un vrai fondamental pour moi parce que je cours, je me dépense, un sport que j'adore, donc ça je le vis bien, dans lequel je me démerde pas trop mal, malgré mon âge certain. Donc c'est une vraie bouée pour moi. On déjeune après, assez souvent avec Jean-Michel, entre autres. Donc voilà, c'est un vrai bon moment. Maintenant, depuis que j'ai déménagé, je m'adonne aussi pas mal un peu au jardinage. J'attaque un potager et je vois ça me calme. Ça me calme, ça me fait du bien, mettre les mains dans la terre. Et ce qui est top avec le jardinage, potager, tout ça, c'est qu'on voit les choses. Alors parfois il y a des déceptions. Là, ce matin, j'ai été viré 2-3 limaces sur mes salades avant qu'elles soient toutes bouffées. Mais on voit les choses grandir petit. Ça apprend la patience. Ça apprend
je m'énerve assez vite, moi. Ma chère femme te dirait que je suis assez insupportable là-dessus, mais c'est vrai que j'ai un côté cocotte minute Seb. J'explose et puis après ça va mieux, mais quand on est à côté, c'est pas très sympa pour les autres. Et ça me permet de me poser puis de voir les choses grandir. Voilà, c'est okay. Ouais. J'avoue que j'y prends du plaisir. Ça m'apprend la patience. Ah ouais, c'est ça apprend la patience, tout à fait. Ouais. Puis voir le renouvellement de la nature comme ça. Ouais, hein, absolument. C'est et puis quand c'est beau et réussi, on est fier en plus. Ouais, ouais, c'est sûr. D'avoir son propre jardin, c'est toujours bien. Je suis d'accord. Voilà, alors j'ai la chance d'en avoir un grand maintenant, donc j'en profite. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Gilles, une vente parfaite ? Une vente parfaite, c'est un client satisfait et surtout un client susceptible de te recommander. Alors de te recommander dans les deux sens du terme, de te recommander à d'autres, et de te recommander, de te passer une nouvelle commande ou de te refaire travailler. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès ? D'un point de vue commercial, quelle est ma définition du succès ? Trouver toujours de nouveaux clients, retravailler avec des clients fidèles. Tiens, la fidélité, voilà. Dans la mesure où t'es pas sur une vente one shot, pour moi la fidélité, voilà. Alors c'est une valeur cardinale pour moi à titre personnel et professionnel. Être client fidèle, avoir des clients fidèles, des gens qui recommencent avec toi, ça pour moi c'est fondamental. Ok. Est-ce que tu as une petite victoire que tu peux t'accorder et qui rebooste ta confiance en toi ? Il y a sans doute plusieurs choses. Ce à quoi je pense, c'est parce que ça rejoint ce qu'on s'est dit un peu au début en termes de persévérance. Je pense à 2-3 éléments, que ce soit pour Yam ou quand je bossais pour Philips, la marque Marantz en particulier, c'est lié à la persévérance, c'est-à-dire d'avoir réussi à me mettre à travailler avec certains clients, après y être passé 5, 6, 10 fois, enfin très régulièrement, de manière, quand j'y passais, de manière extrêmement cool. Et comme je dis souvent, ce petit plaisir d'entendre, jusque là, le client te dire. Non, écoutez, on a besoin de rien, je travaille déjà avec un tel, j'ai pas besoin de travailler avec vous, avec votre marque, etc. Et j'ai quelques souvenirs comme ça à 2-3 reprises de quelqu'un chez qui je rentre, que je vois, ou je rentre dans le bureau, peu importe, qui me dit vous tombez bien. Alors que fondamentalement, c'est quelqu'un qui travaillait avec un de tes plus gros concurrents. Et cette petite phrase fait que, à force de passer, d'être présent, de montrer qu'on est là, prêt à travailler si besoin, à un moment, le gars dit, il a un souci avec son fournisseur principal, où il y a embrouille, quelle que soit la raison. Et là, il dit, on va commencer à regarder ensemble, on va passer une commande. Bon, ça dépend la manière de travailler n'était pas la même quand j'étais chez Yam. Chez MBK ou chez Philips, où là c'était plus au bon de commande, alors que dans l'autre cas on signait un contrat de concession, donc il y avait une mise en place d'un contrat, caution, tout le tralala, donc ça se faisait pas comme ça. Mais pour autant, quand on commence quand même à sortir 2-3 documents, ou que la personne vous dit expliquez-moi comment ça marche chez vous, les conditions, les machins, les trucs, quelque part il y a une vraie petite victoire en interne, en se disant j'ai bien fait de passer régulièrement. Et à contrario, il y a quelques prospects que j'ai pas été voir assez souvent, et je m'en suis voulu, parce que du coup j'étais inconnu pour eux, et le jour où j'ai eu besoin et que vous passez voir, dire c'est maintenant que vous venez me voir quand vous êtes dans la merde. Et là on se prend une gentille claque, parce qu'on n'a pas fait dans le bon sens. Voilà, donc il faut être là tout le temps, quand ça rigole et quand ça rigole moins. C'est ça. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours commercial ou dont tu t'inspires ? C'est une question relative au mentor éventuellement. Oui, alors écoute, je t'entends poser souvent cette question, donc j'y ai un peu réfléchi et c'est assez marrant parce que moi il y a un peu un mentor lié à ma génération qui serait un Bernard Tapie. Moi, je suis vraiment la génération ambition. Enfin, tu vois,
quand je sors de l'école en 80, enfin je rentre à l'IFAC 85, j'en sors en 88. C'est la pleine époque de son émission qui était vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque, de parler d'entreprise, d'entreprendre, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui a ouvert un peu les portes de l'entrepreneuriat, de l'ambition, comme s'appelait cette émission, et du monde de l'entreprise. Après, ce côté très 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 public, exagéré, n'était pas toujours ma tasse de thé, bien que. Après, j'ai envie de dire, j'aurais un mentor qui est ma maman. C'est assez surprenant. En plus, je viens de la perdre, ma maman. Elle est partie mardi dernier. Et du coup, j'ai encore plus de pensée pour elle, émue. Mais elle a attendu que mon papa parte à la retraite. Il a pris une pré-retraite. Il travaillait chez Renault. Et au moment où mon père est arrivé à la maison, enfin plus souvent, ma mère s'est dit, elle était très active au niveau associatif, elle, mais elle s'est dit, je vais partir bosser parce que ça va être compliqué de vivre à deux sous le même toit régulièrement, alors que ça n'a jamais été le cas. Et elle s'est mise à vendre une sorte de who's who des entreprises qui s'appelait Top Management. Donc prenait rendez-vous avec des présidents, enfin des dirigeants d'entreprise qu'on interviewait, qu'elle interviewait, et après on vendait une page dans le bouquin, dans le catalogue, le bouquin. Ouais. Et moi du coup j'ai fait ça un peu un moment entre deux, et elle a été mon meilleur soutien et mon meilleur conseil. Elle était assez douée pour ça, alors qu'elle a découvert, c'est vraiment une mère aux familles, une mère au foyer, extrêmement classique. J'ai 3 frères et sœurs. Elle était toujours optimiste, positive. Là où moi je me prenais quelques claques, elle m'expliquait comment faire, et je me souviens que les premiers rendez-vous que j'ai eus, les premières ventes que j'ai faites, elle était super enthousiaste en me félicitant. Ça lui ressemblait assez, mais du coup c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a, je pense aussi, de donner le goût de faire ça. Tu vois, tu me posais la question depuis quand j'avais été, et c'est vrai que je pense que ce démarrage accompagné d'elle, entre autres, a été extrêmement important pour moi. Voilà. Excellent. En plus, elle attend que ton papa soit à la retraite pour s'engager dans une carrière commerciale. Exactement. Oui, c'était elle, ça. C'était elle. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser ? J'essaye de m'organiser mieux. Alors, le souci, c'est que parfois, c'est pas parce que je prends connaissance d'un CRM, j'achète des bouquins, des trucs, mais je les lis pas. Vraiment, je pense que si j'étais mieux organisé dans ma tête, il faut que je me retire beaucoup de charge mentale. Et c'est complexe pour moi. Je pense que ma tête parfois est aussi mal rangée que mon bureau. Et du coup, ça me perturbe un peu. Et je sais que je pourrais être bien meilleur en m'organisant. Donc là, je travaille pour le coup avec mon fils. Moi, j'ai 3 enfants, 2 filles, un garçon, qui est dans le domaine, qui a une petite boîte dans l'internet, et qui est assez fan d'une méthode qui s'appelle la méthode des 90 jours. Ça existe, c'est déployé par un certain Stan Leloup, la Marketing Mania, qui est il a une chaîne YouTube, c'est le jeune est assez performant. La méthode je le connais. Tu connais? Stan Leloup, oui. Et donc la méthode des 90 jours, c'est assez bien foutu. On essaye de s'auto-alimenter tous les deux. Donc là, on a un peu perdu le fil, mais le fait de le faire à deux, et ça pour moi, ça peut vraiment m'aider à m'organiser. C'est compliqué, hein. C'est dur parfois. J'ai tellement envie de faire tellement de choses en une journée que j'en fais. Je suis toujours déçu parce que j'en ai fait un quart de la moitié. Par cette méthode, on apprend vraiment à mettre de côté en disant non, chaque chose en son temps. Ça, j'élimine. Ça, j'aurais pas le temps de le faire. Donc, je le mets de côté. Et puis, voilà. Bon, je vais pas expliquer la méthode aujourd'hui, mais en tout cas. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je me penche davantage pour être à la fois mieux dans ma tête et plus performant, parce que clairement je le suis pas suffisamment. Ok. J'ai pour ma part utilisé une méthode que j'aime beaucoup, qui est la méthode aussi du bullet journal, qui fonctionne très bien. Okay, tu mets tes objectifs à 1 an, puis tu les redécoupes, et puis tu les mets à la semaine, et après tu reportes comme ça, ce que tu expliquais. La méthode des 90 jours, c'est globalement ça, sauf que la périodicité de base, elle est de 90 jours. C'est-à-dire quels sont d'abord tu regardes des objectifs à très long terme, mais après tu dis à 90 jours qu'est-ce que je me fixe, et tu descends au mois, à la semaine et au jour. D'accord. Ok.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Gilles? J'allais te dire, essaye encore. D'accord. Voilà. C'est un bon conseil. Ouais. Donc, si tu es un auditeur fidèle, tu dois connaître cette question que j'aime beaucoup. Quelle est selon toi ta qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée? J'ai assez envie de te reparler d'humilité. J'ai aussi envie de te parler d'humour, que j'aime beaucoup faire de l'humour, et j'en fais souvent en clientèle, ou avec avec des prospects, des clients. Et du coup, j'aime rajouter parce que pour moi ça va avec l'autodérision, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi me moquer de moi-même. Et puis je sais pas comment te le définir, mais j'ai envie de parler de cette idée pour moi hyper forte de faire du lien. Il m'est arrivé d'avoir des comment te dire, des échanges, des rendez-vous avec des prospects avec lesquels je ne travaillerai sans doute jamais, mais j'ai passé un super moment. Et voilà. Et moi, j'avoue que j'aime faire du lien. Souvent, je rencontre des gens en me disant j'aimerais bien que ça soit un pote ou une amie, ou bon, si on n'avait pas à travailler ensemble, et après l'un n'empêche pas l'autre, attention, hein. Mais je me mets dans cet état d'esprit de me dire tiens, la personne en face de moi, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de faire du lien, voilà. J'allais te dire après, advienne que pourra. Si on doit bosser ensemble et que ça se passe bien, c'est super. Si on doit pas bosser, on se croisera peut-être et on se fera un clin d'œil et on se dira qu'on a passé un bon moment, voilà. Mais tout comme moi, dans ma tête, j'ai régulièrement des images ou des souvenirs de relations que j'ai pu avoir avec des vendeurs dans un magasin ailleurs, à des gens avec qui j'ai pas toujours acheté, où j'ai passé un super moment. Ok. Voilà. Une belle relation. D'accord. Même courte parfois, mais voilà. C'est souvent le cas, j'ai pu le remarquer avec des gens qui ont fait des sport co. C'est bizarre, hein, ça me fait penser à ça, parce que tu m'as parlé de rugby, moi j'ai fait du basket, et j'ai remarqué que c'était souvent le cas avec des gens qui ont fait des sport co. C'est marrant, cette envie de faire du lien. Oui. Ok, on va parler émotion dans la vente, hein, puisque tu sais ce que ça veut dire, et puis forcément t'as fait une formation sur le quotient émotionnel, et puis ton institut s'appelle Cogniting, donc les émotions dans la vente, ça doit te parler. Est-ce que tu as une technique, une routine particulière pour gérer d'abord la pression des émotions pendant la vente, et puis donner aussi des conseils aux commerciaux qui nous écoutent pour gérer la pression émotionnelle liée aux résultats? La respiration a du sens, faire peut-être un peu de cohérence cardiaque pour les gens qui connaissent, en tout cas avant d'attaquer un rendez-vous qui a beaucoup d'importance, qui est censé avoir beaucoup d'importance. Mais je pense aussi, c'est cette idée de relativiser, c'est-à-dire que voilà, je me suis vu effectivement à l'attaque de certains rendez-vous qui pour moi étaient importants, étaient très engageants, et d'essayer de relativiser, de dire voilà, à la fois peut-être un peu d'autosuggestion en disant ça va bien se passer, tout va bien, je vais bien, mais en essayant de se dire il y a par ailleurs il y a pas mort d'homme, si c'est pas ce coup-là ça sera une autre fois, donc d'essayer de relativiser. Après, quant à la gestion des émotions, c'est pas toujours simple. Moi je suis beaucoup dans l'émotion. J'ai l'impression que parfois elle se voit comme le nez au milieu de la figure, alors que a posteriori parfois les gens me disent que non, ils n'avaient pas le sentiment que j'étais ou gêné ou dans une situation compliquée. Mais c'est ce qui me viendra en tête dans un premier temps. Et puis, mais avec aussi ça, j'ai appris avec l'âge. Et puis c'est de vivre avec ses émotions. C'est-à-dire que voilà, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être joyeux. Et qu'au fond, pourquoi le cacher à tout prix? D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'émotions qu'on essaie plutôt de cacher ou de pas dévoiler. Ok. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle? Alors, qui tourne en boucle, je sais pas, mais je sais plus dans quel sens, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui est vivez, aimez, riez. D'accord. Très bien. Alors, on peut la mettre dans tous les sens, hein, mais voilà. Mais l'idée, voilà.
Bon, vivre, c'est bien. Ça a encore plus de sens quand on vient de perdre sa maman. Mais aimer, voilà, c'est fondamental. Mais autant ses proches, sa femme, ses enfants, ses parents, que ses amis, que ses clients. Et puis rier. Bon, voilà, moi j'avoue que rire pour moi est quelque chose de fondamental. Et j'adore ça. Et j'aime faire rire les gens aussi. Donc voilà. Et j'aime rire. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial? Vas-y, n'aie pas peur. Continue. C'est un peu tout ce que je t'ai dit. Essaye encore. Persévère, c'est pas perdu. Tu vas y arriver. D'accord. Ouais. Ok. Alors cette question, je l'aime beaucoup. C'est une nouvelle question que je pose souvent maintenant. Parce que je pense que notre niveau de réussite correspond à la compétence qui nous freine. Quelle est selon toi la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression? J'essaye de m'en défaire. Je sais pas si la question va te convenir. En défaire, mais je me sens toujours assez malheureusement accroché un peu au syndrome de l'imposteur. Y a des fois quand j'attaque une formation ou autre, je me dis j'ai tendance à me dire mais qui suis-je? Qui suis-je pour proférer tous ces conseils, etc. Qu'est-ce que j'ai prouvé pour? Enfin bref, et alors c'est marrant comme une espèce une espèce par moment d'auto-flagellation qui est débile parce que à chaque fois ça se passe bien, à chaque fois j'ai des bons retours. Je suis sans doute pas je suis sans doute pas le commercial du siècle, mais j'ai quand même vécu quelques réussites probantes. Mais on se dit qu'il y a toujours mieux. Enfin bon voilà, et ça c'est vraiment un truc qui par moment me pourrit gentiment, même si j'en ai conscience et que régulièrement je me dis mais arrête, que les gens autour de moi avec qui j'en parle me disent fragile, n'importe quoi, c'est nul. Bon voilà. Marc, je vais te dire, j'en ai même eu un peu cette idée quand tu m'as très gentiment proposé de faire ce podcast, quand je vois des Jean-Pascal Mollet, des Olivier Guérin, Olivier Cussac, Georges Dévigny, enfin des gens qui pour moi que je suis sur Facebook en particulier, qui j'ai le sentiment produisent beaucoup plus que moi, ont une expérience qui me paraît beaucoup plus probante, etc. Je me dis mais je suis qui pour être dans l'arène des vendeurs légendaires? Et bon, mais voilà, d'un côté ça m'a touché que tu fasses appel à moi, puis je me dis mais j'ai aussi des choses à dire, peut-être identiques, différentes, peu importe. Mais arrête, voilà. Bien sûr. Mais ça correspond aussi à ce que tu disais, qui est ton humilité, donc ça va aussi dans le même sens. Bien sûr, mais par moments c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce côté arrêter, qui par ailleurs m'agace parfois chez les autres. Hein. Dire voilà, assume aussi tes succès, assume qui tu es. Voilà, moi tu vois, j'adore animer. Enfin, je crains pas depuis toujours d'avoir un micro, et s'il y a 200, 300, 500 personnes devant moi, ça me pose aucun souci, et je peux sans problème chauffer une salle, ça m'arrive dans certaines circonstances. Et tu vois, quand les gens me disent c'était génial, c'était super, j'ai tendance à dire non, mais bon voilà, mais oui, bon voilà, j'ai sans doute un don là-dessus, naturel, tant mieux. Voilà. Alors je l'assume de plus en plus quand même, mais je me vois bien par moments dire mais non, c'est rien. Vous exagérez, etc. Alors, c'est bon. C'est ça. Voilà. Bon. Ok. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire, justement, Gilles? Je sais pas, mais moi j'aime bien ma punchline, qui est j'aime les vendeurs à ne plus vendre. Que bon voilà, c'est on va dire, c'est de la com et du marketing. C'est ce que j'ai mis un peu. Enfin, c'est pas ce que j'ai mis un peu, c'est ce que je mets sur mon profil LinkedIn, qui m'a valu d'ailleurs quelques questionnements de gens en disant j'aime bien ça, dites-moi plus. Mais voilà, c'est pour moi cette idée de dire que on vend pas pour vendre. Enfin moi voilà, j'ai pas envie de vendre pour vendre. J'ai plus envie, en tout cas, sinon de former des gens à faire en sorte que le client achète mieux plutôt qu'on lui vende à tout prix. Donc c'est vraiment dans cet esprit. Et je suis un fervent partisan, et j'en parle souvent dans mes formations, je suis un fervent partisan de la non-vente. Alors je sais plus comment Michael Aguilar appelle ça dans son bouquin, mais c'est un peu le même esprit, mais c'est-à-dire que
moi, enfin voilà, quand quelqu'un me dit, mais monsieur, vous n'avez pas besoin de mettre 1000 euros là-dedans, avec 500, vous avez la même chose, vous serez content. C'est pour moi de la non-vente, où les gens disent, écoutez, je n'ai pas ça chez moi, j'ai pas ce qu'il vous faut. Éventuellement, ils m'envoient chez un confrère ou un concurrent, peu importe, en disant, mais voilà. Pour moi, ça renvoie à une confiance absolue de la personne en disant, bah voilà, il n'est pas là pour vendre à tout prix. Et si je dois y revenir, j'y reviendrai parce que je sais a priori que il va pas vouloir. Voilà. Donc quelqu'un qui me dit, ne mettez pas 1000, mais mettez 500. Au vu de ce que vous me dites, vous aurez ce qu'il faut. Si j'y retourne demain et que j'achète effectivement pour 500, si j'y retourne demain et qu'à l'inverse, j'ai toujours 1000 et qui me dit, écoutez, vraiment, faut mettre 1200 par rapport à ce que vous voulez, je pense que j'aurai pas le sentiment qui me vend à tout prix. Alors, certains pourraient dire, c'est de la manipulation. Non, moi je le vois pas comme ça. Faites-moi confiance au regard de ce que vous me dites. Vous en avez pas besoin, ou vous avez vraiment besoin de plus, vous allez le regretter. Voilà. Mais et donc voilà, le côté parfois non vente pour moi est le meilleur moyen de générer des nouvelles ventes ou de bonnes ventes plus tard. Ok. Moi j'appelle ça l'anti-vente, que je pratique aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. C'est ça que dit Michael Aguilar. Je pense qu'il parle d'anti-vente. Mais ok. Écoute, Gilles, je te remercie pour cet échange et ce partage. Il y avait plein de choses très bien dans tout ce que tu nous as expliqué, tout ce que tu nous as échangé. Pardon. Je te remercie. Mais par contre, c'est pas fini tout de suite. Tu sais, je finis toujours par un top 5, comme dans toutes les émissions sportives. On garde toujours les 5 meilleures actions pour la fin. Donc, c'est 5 petites questions. Est-ce que tu es prêt? Eh oui. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Tous les yeux, figure-toi, parce que c'est un papier, c'est de Sénèque. Alors, ça fait sérieux. Parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire? Eh bien, ma Bible, je vais en parler sur LinkedIn, aux éditions Vuibert, c'est Performer en vente, d'Olivier Cussac, que tu as interrogé, d'Alexandra David Ardit et d'Olivier Guérin, que tu as également interrogé, et qui pour moi est, c'est pour moi une vraie bonne Bible. Donc je m'inspire pas mal pour mes formations. Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale? Se préparer et persévérer. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups? Quelle est la réponse à la question que je ne vous ai pas posée? Ok. Une croyance limitante que tu as su briser? Le côté imposteur, syndrome de l'imposteur. Enfin, alors tu vois, et encore, je suis en train d'essayer de la briser, mais ce côté, c'est bon, quoi. Voilà. T'es capable, et il y a même sur le marché bien pire que toi. Avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Personne avec lequel je travaille pas mal, qui s'appelle Jean-Paul Jacquet, qui publie pas mal sur LinkedIn aussi, et qui est encore une connaissance lyonnaise du rugby, ancien speaker du loup rugby pendant longtemps, et avec lequel je travaille beaucoup en plus. On n'est pas associés, mais c'est comme si on a chacun nos organismes de formation. Il connaît aussi Jean-Michel d'ailleurs. Où on peut te retrouver enfin, Gilles? Alors, j'ai un site internet, mais malheureusement, je vais le reprendre, donc j'ose pas trop en parler parce que il est plus trop à jour. Mais sinon, mon profil LinkedIn. Avec plaisir. Et puis, si des gens ont envie de se mettre en connexion, ça sera un grand plaisir. Et puis, quand tu publieras ce podcast que j'aurai joie d'écouter, j'en ferai la promo aussi sur mon profil, comme ça, si les gens ont envie de prendre un peu de temps pour essayer de me connaître un peu plus. Mais tu sais que ton podcast, tu as vu mon commentaire, mais Olivier Cussac, alors j'ai pas eu le temps de l'appeler depuis, mais c'est quand je l'entends, je me dis mais ce type, il faut que je l'appelle, il faut qu'on se connaisse, il faut que donc c'est assez oui, donc je vais le faire. Je vais l'appeler, puis il se peut que il est à Toulouse, je crois, donc mais bon, pareil pour toi, je me dis on
on est tous un peu dans le même environnement. On pourrait aussi, pourquoi pas, demain déployer des choses en commun, avoir des besoins pour pas se déplacer. Enfin, je trouve que ça a du sens. Donc merci pour ce que tu fais et bravo pour tout ce que tu fais. Écoute, et j'ai vu que tu avais fait un article sur l'humour. J'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pour moi tellement. Moi, j'aime beaucoup mettre d'humour aussi dans mes relations commerciales, et j'y crois beaucoup et j'ai l'impression qu'on est d'accord là-dessus. Donc encore un point commun. Je te remercie, Gilles, en tous les cas. Voilà, et au plaisir de te croiser dans la vraie vie. Oui, ok, bien sûr, hein, c'est sûr. Les yeux dans les yeux, la main dans la main. C'est sûr, ça sera bien. Je te remercie, à bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci Marc. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.